Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là aujourd'hui. Je vais vous parler de ma thèse qui portait sur la caractérisation et la modélisation d'une source de plasma froid atmosphérique pour des traitements endoscopiques. Alors, afin de vérifier si les concepts ont bien été assimilés, à la fin de cette présentation, il y aura un petit quiz. Et donc, quand vous voyez ce symbole, ça veut dire que le slide contient des informations qui vont être importantes pour le quiz à la fin. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est le plasma? Donc, le plasma est un état de la matière. Donc on connaît assez bien les trois états fondamentaux, solide, liquide, gazeux, qu'on obtient par ajout successif d'énergie. Mais si on s'intéresse à ce qui se passe au niveau des atomes, eh bien on voit que si on continue à leur donner de l'énergie, il y a un moment où l'énergie sera suffisante pour arracher des électrons à cet atome. Et donc, quand on ajoute de l'énergie à un gaz, on peut obtenir cet état de plasma, qui est une espèce de soupe d'électrons et d'ions, donc une soupe d'un gaz ionisé. On distingue deux types de plasma. D'abord les plasmas froids, comme ceux qui sont dans les néons ou dans les aurores boréales, et les plasmas chauds, comme le soleil ou les éclairs. Dans le cadre de ce travail, c'est les plasmas froids qui nous intéressent, et donc qui sont donc un gaz lumineux ionisé à température ambiante. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve au sein d'un plasma? Donc ici, on a une photo d'un tube qui envoie du plasma. On a du coup le tube, de l'air ambiant, du plasma et une cible. Schématiquement, ce plasma va se mélanger aux molécules d'air et créer ce qu'on appelle des espèces réactives oxygénées et azotées, donc ROS ou RNS. Ces espèces réactives oxygénées, c'est par exemple du O atomique, donc de l'oxygène atomique, qui est très peu stable puisqu'il n'est pas du tout dans son état habituel de dioxygène. Et donc cet oxygène va avoir tendance à réagir avec ce qui l'entoure, par exemple des cellules. Donc à l'intérieur du plasma, on retrouve des espèces réactives oxygénées et azotées qu'on appelle des RONS ou RONS. Et ces RONS ont un effet sur les cellules. Donc, il faut savoir que les cellules saines et cancéreuses possèdent tous les deux un niveau initial de RONS qui est un peu plus haut pour les cellules cancéreuses. Alors évidemment, il y a des exceptions, mais c'est globalement ce niveau de RONS est le plus important chez les cellules cancéreuses. Et ces RONS sont naturellement présents dans les cellules puisqu'ils sont utilisés dans les mécanismes de prolifération, différenciation, migration, etc. Si on augmente cette quantité de RONS, on va atteindre un état de la cellule qui s'appelle la sénescence, donc qui est un vieillissement de la cellule. Si on continue à augmenter, on va atteindre l'apoptose, qui est la mort naturelle des cellules qui se passe en permanence dans le corps humain. Et enfin, si on continue à augmenter ce niveau, on va finir par atteindre la nécrose. Donc la nécrose, c'est la mort par agression des cellules, donc par exemple ce qui se passe quand on se brûle. Ce qui est intéressant de remarquer ici, c'est que le niveau, le seuil pour atteindre ces différents états est plus bas chez les cellules cancéreuses puisque leur niveau initial était plus important. Donc il faut ajouter moins de RONS par traitement plasma pour obtenir, pour atteindre ces différents seuils. Donc les RONS créent des effets qui vont de la prolifération jusqu'à la nécrose. Au vu de cette large gamme d'effets, un nouveau domaine a émergé assez récemment qui s'appelle la médecine par plasma. Et donc la médecine par plasma, ça consiste à utiliser le plasma pour déclencher une réponse cellulaire, soit pour avoir de la prolifération ou de l'apoptose ou de la nécrose, donc ça dépend de l'application. Plus récemment, l'idée de ce domaine a été de se dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi l'appliquer à l'endoscopie? Donc l'endoscopie, c'est la technique qui consiste à passer par la bouche ou par les autres orifices naturels pour aller faire une intervention, par exemple dans le tube digestif. Les endoscopes sont assez connus pour les diagnostics qui sont posés grâce à ces endoscopes, mais ils sont aussi utilisés pour des buts thérapeutiques, donc où il y a une intervention qui est faite à travers le petit canal qu'on voit ici dans l'endoscope. Et donc, il y a quelques années, Jacques Devière est venu avec cette idée de vouloir tuer des cellules dans le tube digestif, sans faire d'ouverture, sans faire de chirurgie. Et François Reniers lui a proposé de le faire avec du plasma. Jacques a donc demandé ce qu'était le plasma, et François lui a dit: «C'est comme le soleil, tu as juste besoin d'une haute tension pour l'allumer».
Alors ici, je vais faire une petite parenthèse. Qu'est-ce qu'une haute tension? En fait, qu'est-ce qu'une tension tout court? Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de l'atome avec des électrons et des ions. Si on prend cet électron, qui est une charge négative, et qu'on le plonge dans une différence de tension, V, eh bien, cette charge va se déplacer, cette charge négative va se déplacer vers la tension positive. Donc, cette tension, c'est une énergie par unité de charge, et donc c'est une énergie nécessaire pour faire bouger cette charge d'un point A à un point B. Si on applique cette différence de tension aux bornes d'un fil de cuivre, par exemple d'un conducteur, eh bien, les charges vont se déplacer et vont créer du courant, qui est donc un nombre de charges par unité de temps. Donc, le courant, c'est le nombre de charges qui sont passées dans le cercle ici par unité de temps. Donc, Jacques récapitule, tu veux mettre une haute tension dans le patient et faire passer un courant électrique. Est-ce que c'est vraiment sans danger? Et à ce stade, François s'est tourné vers Alain. Alain Deschambre, qui nous a donc contacté Max et moi en disant eh bien, vous devriez, enfin, le but est d'inventer un nouveau dispositif qui permet de créer du plasma froid dans l'intestin de manière peu dangereuse, efficace, facile à utiliser, contrôlable, etc. Donc Max et moi avons relevé le challenge et on va maintenant rentrer dans le vif du sujet de la présentation, que j'ai divisé en 3 étapes. D'abord, une étape de construction du dispositif, ensuite une étape d'étude de ce dispositif, et enfin, une étape de modélisation du dispositif. Donc, si on commence par l'étape de construction, donc, on est arrivé avec très peu de connaissances dans le domaine, donc ça a été au départ beaucoup d'essais-erreurs. Et donc, on a commencé par tester différents types d'électrodes, différents types de générateurs et plein de tubes différents. Et finalement, le grand gagnant était ceci, cette configuration-ci, sur laquelle je vais passer un peu plus en détail. Donc ici, on a une bonbonne d'hélium qui sert qui est le gaz qui va être ionisé, qui va être allumé. Ce gaz est envoyé dans une chambre en quartz, donc le tube en verre qu'on a ici. Dans cette chambre en quartz, on a une tige de cuivre qui est accrochée à un fil de cuivre qui court jusqu'au bout du tube. Autour de cette chambre de quartz, on a l'électrode qui est accrochée, qui est reliée au générateur. Et enfin, du coup, le tube qui fait 2 mètres de long et qui permet d'obtenir une plume à 2 mètres de la génération. On ajoute aussi de l'oxygène, puisque comme on veut créer des espèces réactives oxygénées, eh bien, il faut une source d'oxygène dans le système. Si on s'intéresse un peu plus précisément à ce qui se passe à ce niveau-là, voici la configuration qu'on a, donc avec une couche de cuivre, le verre et le plasma. Et quand on applique une différence de potentiel ou de tension, les charges vont donc se déplacer et venir s'accumuler de l'autre côté de la couche de verre. Mais il y a une limite. Il y a un moment où il n'y a plus de place sur cette couche de verre et donc on atteint, les charges s'accumulent mais atteignent une certaine limite. Et donc cette limite fait que la couche de verre permet de limiter le courant total. Donc le courant, c'est le mouvement des charges. Donc cette couche de verre permet de limiter le courant total qui va passer dans le système. Alors, à ce stade, on avait en effet réussi à limiter le courant, mais on n'arrivait pas encore à transporter le plasma jusqu'au site de traitement. Donc, pour ça, on a eu l'idée de rajouter ce fil de cuivre flottant. Donc, il est connecté à rien, il n'est pas relié électriquement à l'électrode, et il court tout le long du cathéter jusqu'au bout. Ce fil de cuivre, il faut vraiment le voir comme, par exemple, des tapis roulants à l'aéroport. Donc, ces tapis roulants permettent d'accélérer les charges, de leur fournir un chemin plus facile, et donc de porter ces charges plus loin, plus vite, donc de permettre l'allumage de la plume à l'extrémité du cathéter. Pour résumer, la couche de verre limite le courant qui passe dans le système, et le fil de cuivre permet de transporter le plasma jusqu'à sa source. Et donc, plus concrètement, voici à quoi ressemble ce dispositif. Donc, on a le tube de plastique qui fait 2 mètres de long. Et si on s'intéresse à ce qui se passe au niveau de la plume, ici, on a mis cette plume dans un tube à essai. Et on voit que quand on approche nos doigts, eh bien, le plasma est attiré par le chemin de moindre résistance. Donc, le plasma vient au contact des doigts.
Alors, l'étape suivante a donc été de comprendre ce dispositif et de l'étudier, puisque le but était d'avoir un dispositif potentiellement un jour utilisé en hôpital. Et donc, il y a énormément de paramètres qui peuvent varier. Et donc, l'idée était de faire une grosse étude pour savoir quels sont les paramètres optimaux, ou en tout cas, les paramètres qui donnent un traitement le plus intense possible, de manière la plus safe possible, évidemment. Alors, quand on dit qu'on a étudié, qu'est-ce qu'on a fait varier comme paramètres? Donc, ici, je reprends le dispositif et la première chose que j'ai fait varier, c'était la forme d'excitation, donc la forme de tension et de différence de potentiel qu'on applique à l'électrode. Ensuite, j'ai étudié aussi les pertes de courant à travers le tube, la distance entre le cathéter et la cible, les dimensions du tube de quartz, la configuration de l'électrode, donc entre des petits morceaux d'électrode ou une électrode pleine, et enfin la configuration électronique de la cible, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Et en faisant varier tous ces paramètres, eh bien, qu'est-ce qu'on mesurait pour déterminer quel était le meilleur traitement? D'abord, la puissance électrique dissipée, puisque plus on dissipe de la puissance électrique, en fait, cette puissance électrique va se répartir entre de la puissance qui est vraiment utilisée pour ioniser le plasma et de la puissance qui est perdue quelque part dans le système, donc des pertes de courant, etc. Donc, en mesurant cette puissance totale dissipée, eh bien, on a une idée de la puissance totale, donc là, ce qui est la somme de la puissance utilisée pour allumer le plasma et les pertes. Un autre indicateur de l'intensité du plasma, c'est simplement l'intensité lumineuse qui est émise par le plasma, puisque la lumière émise par le plasma vient des espèces réactives. Donc, plus c'est lumineux et plus le plasma est intense. Enfin, la dernière technique dont je vais vous parler ici, c'est la coloration d'un gel. Donc, on a utilisé un gel qui a des propriétés assez similaires au tissu biologique. Et dans ce gel, on a incorporé un indicateur coloré qui bleuit au contact des espèces réactives oxygénées. Donc, plus il y a d'espèces réactives oxygénées, plus le gel est bleu. Et donc, en mesurant cette intensité de bleu, eh bien, on a aussi une information sur l'intensité du traitement du gel. Donc, le premier paramètre, comme je vous l'ai dit, c'est le signal d'entrée, et donc qui peut être un signal de tension pulsé ou sinusoïdal. Donc, pulsé, ça veut dire qu'on est à zéro presque tout le temps, mais qu'on a des gros pulses de tension de temps en temps. Sinusoïdal, c'est une forme de sinus assez classique. Voici les échantillons obtenus. Donc, à première vue, on pourrait se dire que l'échantillon traité avec un signal sinusoïdal est plus efficace puisqu'il est plus bleu. Mais si on reporte ceci à la puissance dissipée, donc ici on a l'absorbance qui est la quantité de bleu par rapport à la puissance dissipée, eh bien on voit que les échantillons pulsés en fait permettent d'obtenir une certaine absorbance qui est déjà très importante, mais à une puissance beaucoup plus faible. Donc en fait, ça veut dire que la puissance est mieux utilisée avec un signal pulsé qu'avec un signal sinusoïdal. Alors, un deuxième paramètre étudié, c'était les dimensions du tube de quartz. Donc ici, on a 5 échantillons qui ont été 5 dispositifs qui ont été construits, qui correspondent à ces dimensions-là, donc avec le diamètre interne et le diamètre externe. Et à nouveau, on peut s'intéresser au ratio de l'absorbance sur la puissance. Donc plus ce ratio est important, mieux c'est, puisqu'on veut la plus haute absorbance pour la puissance la plus faible possible. Et donc sur ce graphe, on a aussi donc on a en abscisse le diamètre interne et sur le graphe l'épaisseur du quartz. Donc le 1 ici, ce petit 1 correspond à 1 mm d'épaisseur du quartz. Ce qu'on observe ici en pulsé, c'est que pour une même épaisseur, quel que soit le diamètre du total du tube, eh bien on a un traitement assez similaire. Donc changer le diamètre ne change rien tant qu'on garde la même épaisseur. Par contre, avec un signal sinusoïdal, ici on voit qu'avec une même épaisseur, donc on a chaque fois 1 mm d'épaisseur, mais par contre, en augmentant la taille totale, eh bien on perd en efficacité puisque le ratio diminue drastiquement. Donc ça veut dire que dans l'avenir, si on doit faire des choix de design, eh bien il faut tenir en compte non seulement le signal d'excitation, mais aussi les dimensions du dispositif ou son épaisseur. Donc c'est un paramètre important à prendre en compte puisque ça influence grandement le traitement.
Paramètre suivant, c'est la configuration de la cible. Donc ici, on a 4 configurations. La plus simple, c'est juste un cylindre en plastique dans lequel on a moulé une couche de gel, donc ce gel qui bleuit. Donc ce cylindre-là, c'est uniquement du gel. La deuxième configuration ici, on a rajouté une couche de cuivre entre le gel et le plastique. Et puis ensuite, on a connecté cette couche de cuivre à un circuit électrique qui est ici et qui représente en fait, par une grosse approximation, qui représente le comportement électrique d'un corps humain. Et donc, cette configuration-là était pour voir si c'était plus intéressant de connecter le patient à la Terre ou si c'était mieux de le laisser à un potentiel flottant, comme on a dans le cas du cuivre ici tout seul. Enfin, la dernière configuration, c'est celle-ci, c'est similaire à la précédente, sauf que cette fois, on a mis des bandes de cuivre au lieu de mettre une couche pleine. Et l'idée était de voir ici si on obtenait un traitement hétérogène avec cette configuration-là. Donc voici les résultats. Alors, on voit déjà que les connexions, enfin les traitements avec la connexion à la Human Box sont plus intenses. Et à nouveau, on peut le reporter sur un graphe d'absorbance et de puissance. Et on voit en effet que ces échantillons-là sont mieux placés. Donc c'est mieux de connecter le patient à la Terre et en plus ça apporte un certain contrôle en plus puisque si le patient est à potentiel flottant et que quelqu'un dans la salle le touche ou qu'il y a une connexion qui s'établit quelque part, eh bien, on va changer l'état du système alors que si le patient est déjà connecté à la Terre, eh il n'aura pas de meilleure connexion, donc c'est beaucoup plus contrôlable d'avoir un patient qui est connecté à la Terre. Le dernier paramètre que j'ai fait varier ici, c'est la configuration de l'électrode. Donc on a le tube de quartz qui est là et le cas ici S pour simple, où on a une électrode simple, juste une seule couche, enfin une seule pièce de cuivre. Dans le cas ici de l'électrode multiple, on a tous des petits morceaux de cuivre et quand on va fermer cette boîte autour du tube de quartz, eh bien on va avoir des petites électrodes successives qui entourent le quartz. Alors, à nouveau, ce qui est intéressant à observer, c'est la différence de comportement entre un signal pulsé et sinusoïdal. Donc, si on prend le signal sinusoïdal ici, en fait, on voit qu'on a peu de différence entre l'électrode simple ou multiple. Et pareil, ici en dessous, on voit que, donc sinusoïdal, c'est les 4 échantillons qui sont là. On voit qu'on a une puissance assez similaire pour une absorbance assez similaire aussi. Par contre, avec un signal pulsé, donc au niveau des photos, on voit déjà que la plume est beaucoup plus courte quand on a une électrode multiple. Et sur le graphe, on voit ici que on a une puissance assez similaire en bleu, mais par contre, on a une absorbance qui est très différente. Donc à nouveau, ça veut dire que le type de signal d'entrée va grandement influencer le design futur d'un tel dispositif. Alors, à ce stade, donc on avait compris déjà pas mal de choses sur le comportement du dispositif, mais on a voulu établir un modèle. Alors pourquoi est-ce qu'on a voulu établir un modèle qui prédit le comportement du système? Eh ben, déjà pour mieux comprendre, parce que si on arrive à prédire, ça veut dire qu'on comprend mieux ce qui se passe, mais en plus pour éventuellement avoir un contrôle sur le comportement du dispositif en temps réel. Donc par exemple, si on connaît son comportement normal et qu'on peut le prédire, eh bien on peut comparer ce comportement à ce qui se passe en réalité pour voir si le dispositif se comporte comme il se doit ou s'il y a une perturbation qui vient d'ailleurs. Alors d'abord un petit rappel sur le principe d'un modèle. Donc, les modèles partent évidemment d'observations. Donc ici, on a Newton avec sa pomme, il voit que la pomme chute et donc il essaye de prédire cette chute pour pouvoir l'appliquer à d'autres objets. Et donc son observation, c'est la pomme tombe et son modèle, c'est la célèbre loi de Newton, F égale ma. Si je prends un autre exemple, par exemple une ampoule à laquelle j'applique une différence de tension, eh bien je voudrais bien savoir quel est le courant qui va passer à travers cette ampoule. Donc je voudrais prédire le courant en fonction de la différence de tension que j'applique. Donc le courant, comme je vous le rappelle, c'était le mouvement de charge au sein de cette ampoule. Et donc le modèle qu'on utilise, c'est le modèle d'une résistance, puisque la tension et le courant sont liés par une relation linéaire. Donc plus je vais appliquer une grande tension, plus le courant va augmenter, et la résistance va représenter ce qui s'oppose au passage du courant.
Alors, vous me voyez venir, je veux faire la même chose avec mon dispositif. Donc, mon dispositif, c'est l'observation. Et je voudrais bien arriver à prédire le courant qui passe dans le dispositif quand je lui applique une certaine tension. Pour ça, je vais juste introduire deux concepts d'éléments basiques en électricité. D'abord, la résistance, donc, dont je viens de vous parler, qui caractérise la résistance au passage du courant dans un conducteur. Donc ici, on a deux conducteurs d'épaisseur différentes, et on voit que si on applique une certaine différence de tension, les charges vont se déplacer, mais dans le cas du gros conducteur, elles ont beaucoup plus de place pour se déplacer, donc en fait, elles vont toutes y aller en même temps, et le courant sera plus important. Alors que dans un conducteur plus fin, eh bien, elles sont obligées de passer chacune à leur tour, et donc la résistance est plus importante, la résistance au passage du courant est plus importante. Donc la résistance se représente avec ce petit symbole, et comme je vous l'ai dit, donc la tension est égale à la résistance fois le courant, avec le courant qui est égal à une quantité de charge par unité de temps. Alors le deuxième concept que je voudrais introduire, c'est le condensateur qui est caractérisé par une capacité. Donc condensateur caractérisé par une capacité C. Un condensateur, c'est comme une couche de verre avec des charges de part et d'autre, et ces charges vont venir s'accumuler de chaque côté. Donc elles vont s'attirer à travers la vitre. Si on n'était pas dans un monde non binaire, je pourrais faire la métaphore avec des êtres humains, des hommes et des femmes de chaque côté, mais c'est pas si simple que ça. Et donc, on va garder les charges plus et moins qui s'accumulent de part et d'autre de cette vitre en verre. Si on augmente l'épaisseur de la vitre, les charges se voient moins bien, et donc la capacité d'accumulation de charges, donc la quantité de charges qui peuvent s'accumuler, va diminuer, donc la capacité va diminuer. Si j'augmente la surface, j'ai une plus grande surface sur laquelle je peux accumuler des charges, et donc la capacité du condensateur augmente. Le condensateur se représente par ce symbole, et la loi qui modélise son comportement, c'est que la charge Q est égale à la capacité multipliée par la différence de tension. Donc pour une même différence de tension, plus la capacité est grande et plus je vais accumuler des charges, plus la capacité est petite et moins je vais accumuler des charges. Alors si je vous ai parlé de ces deux blocs, c'est parce qu'en fait je vais essayer d'utiliser ces blocs, ces pièces de puzzle, et de les assembler pour représenter mon dispositif, donc pour créer le modèle de mon dispositif et prédire le courant qui passe dedans. Si on reprend la configuration dont je vous ai parlé un peu plus tôt, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en fait, dans ce plasma, quand on l'allume, on applique une différence de tension, il s'ionise, et les charges se déplacent et viennent s'accumuler. Donc là, on a le plasma qui est dans un état on, il est allumé, et les charges se déplacent dans le dispositif. Mais à partir d'un moment, en fait, ces charges vont venir compenser la différence de tension qu'on leur a appliquée, et donc le plasma va s'éteindre. Il va s'éteindre jusqu'à ce qu'on remodifie la différence de tension, et que du coup, les charges réapparaissent, se remettent en mouvement et retournent s'accumuler de l'autre côté. Donc en fait, il y a deux états dans le système, un état on et un état off, et en fait, on va alterner entre ces deux états. Alors, si on se penche sur la littérature, comment est-ce que ces deux états sont décrits? Donc ici, on a de nouveau une configuration de plasma assez simple, donc avec le générateur, une couche de métal, le verre, pardon, du gaz, et puis une couche de métal à nouveau. La couche de verre, ici de quartz, elle peut se représenter avec un condensateur, mais en fait le gaz peut aussi se représenter avec un condensateur, puisque quand le gaz est éteint, il se comporte en fait comme une couche de verre, dans le sens où il empêche les charges de passer. Par contre, les charges peuvent se voir à travers le gaz. Et donc, ces deux condensateurs, l'un derrière l'autre, c'est comme si on avait juste un condensateur plus gros, et donc ce condensateur plus gros, on va l'appeler C-off. Puisqu'on est dans l'état éteint, le gaz n'est pas ionisé. Et donc, avec ce condensateur C-off, eh bien, si on représente le diagramme de la charge en fonction de la tension, on va avoir la charge Q qui est égale à cette capacité C-off multipliée par la tension appliquée VA. Donc, on a ici bien une relation de droite entre la charge et la tension, avec un coefficient de cette droite qui vaut la capacité C-off. Ensuite, quand le plasma s'allume,
Le gaz s'ionise, il devient conducteur. Et donc, comme il devient conducteur, ça revient à ajouter une résistance ici en parallèle qui permet aux charges de passer par ce chemin. Et du coup, il y a beaucoup moins de charges qui vont passer par le condensateur puisque toutes les charges peuvent passer par la résistance. Donc, ce condensateur devient presque négligeable. Et donc, si ce condensateur devient négligeable, la pente de notre droite ici va varier et ne va plus valoir C off, mais va valoir CD. Donc, dans le diagramme charge-tension, on a un autre comportement et on obtient ce parallélogramme. Alors, dans la littérature, ce qui manque, c'est la manière dont on passe d'un état à l'autre. Donc, les deux états sont bien décrits, mais par contre, comment est-ce qu'on passe d'un état à l'autre? Ça, c'est plus sujet à discussion et à proposition des chercheurs, puisque plusieurs modèles permettent de modéliser un certain comportement. Donc, il y a évidemment plusieurs options. Donc, ça, c'est la première chose, c'est la transition entre les états. Mais en plus, notre système est beaucoup plus complexe que ça, puisque ce n'est pas juste un réacteur comme ceci, mais c'est un dispositif avec un tube de plastique, etc. Donc, c'est beaucoup plus complexe que juste le réacteur que vous avez vu juste avant. Mais du coup, dans un premier temps, ce que j'ai fait dans ma recherche, c'est que j'ai essayé de simplifier le dispositif. Donc, au lieu d'avoir le tube, j'ai en fait connecté le fil de cuivre directement à la masse pour me rapprocher, donc ça c'est la modification que j'ai faite, pour me rapprocher de cette configuration-là. Puisque ici à l'intérieur, du coup, j'ai bien ma couche de cuivre, une couche de verre, le plasma, et puis une autre couche de cuivre qui est reliée à la Terre. Avec ce faux dispositif, j'ai pris des mesures expérimentales et voici ce que j'ai obtenu. Donc j'ai bien obtenu le parallélogramme qu'on a vu juste avant, avec pour rappel ici la pente quand c'est éteint et là la pente quand c'est allumé. Ce diagramme de la charge en fonction de la tension, donc ces données expérimentales, je peux aussi les représenter dans le domaine temporel, donc comme ceci, avec en pointillé la tension appliquée et en rouge le courant. Donc le courant, c'est un nombre de charges par unité de temps. Donc si j'intègre ce courant, si je somme tout ce courant au cours du temps, eh bien je retombe sur la charge. Alors si on s'intéresse au point 1, on est ici en haut, on va commencer la zone où le plasma est éteint, donc la pente du parallélogramme ici. Et cette pente va rester constante jusqu'au point 2. Donc jusqu'au point 2, mon plasma est éteint. Au point 2, qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'il y a un gros pic de courant, ici dans la représentation temporelle. Donc s'il y a un gros pic de courant, ça veut dire que d'un seul coup, les charges ont pu passer super facilement. Donc si les charges d'un seul coup ont pu passer, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans le système. Et en fait, le plasma s'est allumé. Donc le plasma s'allume, il devient conducteur, il laisse passer des charges. Il va rester allumé jusqu'au point 3, donc jusqu'au minimum de la tension qui se trouve ici et qui se retrouve dans le graphe là. Et à ce point 3, en fait, le plasma va s'éteindre. Ensuite, il va rester éteint jusqu'au point 4, où à nouveau on voit un pic de courant. Donc à nouveau, il se passe quelque chose dans le système et on rallume le plasma du point 4 jusqu'au point 1. Une grandeur intéressante à observer ici, c'est la différence de tension nécessaire pour allumer ce plasma. Donc ce delta V entre le moment où il est éteint et le moment où il est allumé, eh bien, en fait, cette différence de tension, elle est constante malgré qu'on fasse varier la tension totale appliquée. Donc ici, c'est à nouveau des mesures expérimentales avec quatre situations où on a appliqué des tensions de plus en plus grandes, mais la tension nécessaire pour allumer le plasma, elle reste la même. Donc la longueur de ce petit morceau-là reste constant, quel que soit le signal qu'on a utilisé. Donc, il y a une condition sur ce delta V pour l'allumage qui est constante. Donc, si cette condition est constante, eh bien, on pourrait peut-être l'utiliser pour déterminer quand est-ce qu'on passe de l'état allumé à l'état éteint. Et donc, sur base de ceci, voici le modèle que j'ai proposé dans ma recherche. Donc, on a le dispositif avec les sondes qui permettent de mesurer la tension et le courant. Ici, on retrouve le condensateur du quartz. Ici, le condensateur du gaz. Et ici, la résistance du plasma allumé. Comment est-ce qu'on va passer de l'un à l'autre? Avec l'interrupteur qui est ici, le switch qu'on retrouve ici. Et ce switch est contrôlé en tension. Ça veut dire que ce switch va aller mesurer la tension aux bornes du système. Et en fonction de la valeur de cette tension, ce switch va s'allumer ou s'éteindre. Donc, si on reprend la représentation temporelle,
À ce moment-là, le switch est ouvert, donc il ne laisse pas passer le courant, on est dans un état de plasma éteint. Et puis il se ferme, et puis il se rouvre, et puis il se ferme, et ainsi de suite. Et donc c'est la condition sur ce switch, elle est prise par rapport à la valeur de la tension en bleu. Alors, avec ce modèle, j'ai déterminé tous les paramètres et j'en suis arrivée à des courbes simulées, des courbes expérimentales. Donc en rouge, ce sont les courbes expérimentales et en vert, ce sont les courbes simulées, donc avec le programme informatique qui a calculé et qui a résolu le circuit électrique qu'on a proposé comme modèle. Et donc, dans le cas du modèle, la seule chose que j'ai donnée comme information au système, c'est le sinus en bleu, donc la courbe expérimentale de tension appliquée. Et sur base de cette tension, le système a réussi à calculer le courant total qui passe dans le système. Alors, on voit que ça colle assez bien, donc on était assez content de ce résultat pour le petit système. Mais notre système complet, eh bien, il est plus long que ça. Donc, ça, c'était le petit système, mais dans le système complet, eh bien, on rajoute le tube. Donc, rajouter le tube, ça revient à rajouter des condensateurs tout le long du tube, puisque le tube est en plastique, donc se comporte aussi comme un condensateur. Et ensuite, rajouter l'interaction avec la cible, donc avec une certaine distance entre le bout de la plume et la human box, donc l'équivalent humain dont je vous ai déjà parlé, et puis cette human box qui est la cible. Donc, l'hypothèse faite pour le système, c'est de rajouter ce bloc-là, donc avec à nouveau un bloc qui représente le plasma, et puis la cible qui est ici. On s'est penché sur les résultats expérimentaux et voici ce qu'on a obtenu. Donc en bleu, de nouveau, la tension en pointillé. En rouge, le courant total qui passe dans le système. Et en jaune, le courant qui traverse la human box après traitement plasma. Alors ce qui est intéressant ici à voir, c'est qu'on observe deux pics de courant, alors qu'on n'en avait qu'un seul dans le cas précédent. Et donc ces deux pics de courant, dans le diagramme charge-tension, eh bien, ça correspond à des sommets, des nouveaux sommets qui sont apparus. Donc avant, on avait juste un pic de courant et donc on avait un parallélogramme avec 4 sommets. Maintenant, on a rajouté un pic et donc on a rajouté deux sommets puisque dans chaque polarité qui sont indiqués ici par les petites flèches rouges. Ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que quand on varie la distance à la cible, donc ça c'est la distance qui est indiquée ici en dessous, donc je varie une distance physique, eh bien j'obtiens un écartement temporel de mes pics. Donc ici on voit que quand on change la distance, eh bien les pics s'écartent dans le temps. Ça, c'est assez intéressant aussi pour déterminer le comportement de ces dispositifs. Du coup, sur base de ces observations, qu'est-ce qu'on a proposé? Donc, ici, à nouveau, on a le diagramme charge-tension expérimental, donc ça, ce sont des données réelles. Et ici, on a une représentation plus schématique. Si on part de la pente la plus faible, ici en bas, on a de nouveau une capacité C-off. Donc, le système est dans un état off. Donc, les deux switches de l'hypothèse du modèle sont bien ouverts et en fait, on n'a pas de plasma. Et puis, on augmente cette tension jusqu'à un certain seuil où on voit un premier sommet apparaître. Donc, s'il y a un sommet, c'est qu'il y a eu un pic de courant quelque part, qu'il y a eu un changement capacitif dans le système. Et donc, l'hypothèse qu'on a faite, c'est qu'à ce stade-là, le premier switch se ferme. Donc, le gaz dans la chambre de décharge s'ionise. Le switch se ferme, on laisse passer du courant, et donc la capacité ici de ce premier gaz devient négligeable. Si on continue à augmenter la tension, on arrive à un deuxième sommet qui est représenté ici. Et donc, si on obtient un deuxième sommet, ça veut dire qu'il y a eu un deuxième pic de courant. Et donc, ça veut dire qu'à nouveau, on est passé dans un nouvel état du système. Et cet état correspond à ce petit diagramme-là où les deux switches sont fermés. Donc, les deux switches laissent passer du courant. Et les capacités qui représentent les gaz sont toutes les deux négligeables. Ce qui nous a conforté dans cette proposition, c'est qu'en diminuant la tension, donc en prenant 5 kV au lieu de 6, eh bien on retombait sur notre parallélogramme précédent, sans les sommets en plus. Donc, ça voulait dire qu'en diminuant la tension, on repassait à un état similaire à l'état précédent. Et visuellement, ça correspondait à quoi? En fait, ça correspondait à un plasma qui n'avait pas la même tête. Donc, dans le cas des 6 kV avec le double sommet, en fait, on avait une très très nette connexion électrique entre le tube de plastique et la cible. Donc là, on voit que le plasma est vraiment à 100% allumé. Alors que
Dans le cas où on met une plus petite tension de 5 kV, on a bien une plume de plasma qui sort du tube, mais cette plume de plasma, c'est en fait juste du plasma soufflé. Il n'y a pas de nouvelle connexion qui s'établit, il n'y a pas de vraie connexion qui s'établit avec la cible. À nouveau, ce modèle a été implémenté dans un programme qui permet de calculer le comportement électrique de ce petit circuit. Et voici ce qu'on a obtenu. Donc, ce qui est pas mal, c'est qu'on voit de nouveau les courbes simulées expérimentales et on voit qu'elles collent de nouveau assez bien. Surtout, ici, on voit dans le diagramme QV que la courbe rouge et bleue est assez proche, en fait. Donc, ça veut dire que ce comportement qu'on a proposé est relativement proche de ce qui se passe en réalité. Voilà qui conclut la partie résultat de ma présentation. Je vais maintenant passer à une petite conclusion. Et ici, vous voyez juste le dispositif qui a été arrangé dans une certaine configuration pour écrire Phoenix, qui est en fait le nom de notre projet. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce que j'ai appris par cette recherche et qu'est-ce que j'ai apporté au domaine? D'abord, au niveau expérimental, j'ai apporté une analyse d'un dispositif de plasma pour l'endoscopie en le caractérisant de manière optique, électrique et chimique. Et donc, il y a eu plusieurs conclusions, mais parmi ces conclusions, on a montré que qu'un signal pulsé semble mieux pour un traitement qu'un signal sinusoïdal, que la configuration de la chambre de quartz est importante et en plus dépendant du signal utilisé. Pareil pour la configuration de l'électrode. J'ai proposé le premier modèle pour une source de plasma pour l'endoscopie, donc le premier modèle électrique qui permet de prédire le comportement d'une telle source de plasma. Et ce modèle nous permet de prédire donc, le courant I qui va passer dans le système, mais nous permet aussi d'accéder à des variables internes, puisque sur le dispositif, si j'essaie de mesurer la tension du fil de cuivre à l'intérieur, eh bien, je vais complètement perturber le système et je n'aurai pas le même, enfin, je vais juste mesurer autre chose, puisque je vais complètement casser mon dispositif. Alors qu'avec le modèle, eh bien, je peux aller mesurer n'importe quoi, n'importe où dans mon système, puisque c'est juste un modèle théorique, donc je peux sans aucun problème aller m'intéresser à des variables internes. Enfin, ce modèle pourrait peut-être à l'avenir être utilisé pour faire une surveillance en temps réel du comportement du dispositif, puisque si on connaît le courant total qui est censé passer dans le système, eh bien, on peut éventuellement comparer ce courant à ce qu'on mesure en temps réel et et vérifier que ce courant se comporte bien correctement et qu'on n'a pas une mauvaise utilisation du dispositif. Donc, par mauvaise utilisation, soit il peut y avoir un contact trop proche avec la cible, ou alors, par exemple, si le dispositif a un défaut technique, eh bien, on pourrait aussi l'observer grâce à cette surveillance du courant. Vous vous demandez peut-être maintenant si ça marche, et donc je vais quand même vous parler d'un test qu'on a fait, enfin de tests in vivo qu'on a fait. Ces tests in vivo sont vraiment couverts dans la thèse de Max Tullier, donc c'est pour ça que je ne vais pas rentrer en détail dedans. Mais oui, le dispositif est sans danger, peut être utilisé sur animal et créer une réponse cellulaire. Donc ici, vous voyez le cochon, l'écran d'endoscopie, le générateur et évidemment le médecin. Et donc tous ces tests ont été réalisés avec approbation de comité d'éthique. Donc ça, évidemment, on n'a pas fait ça comme des cow-boys. C'était approuvé par les comités d'éthique. Et ici, on voit des images de résultats. Donc, on a l'échantillon de contrôle. Donc, ça, ce sont des cellules de la paroi de l'œsophage. Et ici, on voit un échantillon qui a été traité. Donc, l'image a été prise 48 heures après traitement. Et les points rouges représentent l'apoptose. Donc, l'apoptose, c'était la mort cellulaire. Et donc, on voit que, oui, on a beaucoup plus de morts cellulaires dans le cas traité que dans le cas non traité. Par contre, cette mort cellulaire n'est pas suffisante pour faire ce que M. Devière voulait initialement. Donc, on n'a pas réussi à avoir une ablation totale de la muqueuse, mais par contre, on a réussi à quand même créer une réponse cellulaire. Donc, c'est encourageant pour la suite, même si le dispositif ne peut pas être utilisé tel quel demain. Et donc,
Pourquoi je dis que c'est encourageant pour la suite? Mais parce qu'on pourrait imaginer utiliser ce type de dispositif pour traiter des cancers dans n'importe quelle cavité du corps humain, donc dans le côlon, dans les poumons, dans le col de l'utérus. Peut-être un peu plus modestement, on pourrait l'utiliser en combinaison avec d'autres techniques de résection, par exemple pour traiter les marges. Donc quand on retire une tumeur, il y a toujours les bords de ce qu'on a retiré. Et traiter les marges avec ce type de dispositif pourrait éventuellement permettre de réduire la proportion de rechute après traitement. Toujours en combinaison avec d'autres techniques, on pourrait utiliser le plasma froid et le dispositif présenté ici pour faire de la coagulation chez des patients qui sont sous anticoagulants, par exemple. Donc après ou avant, ou pendant une autre procédure, on pourrait utiliser le dispositif comme outil annexe. Et enfin, même si ça c'est un tout petit peu moins lié à du traitement humain, on pourrait utiliser ce dispositif pour faire de la désinfection d'endoscope, puisque comme le plasma tue les cellules vivantes, en fait, il tue aussi les bactéries. Et donc, dans ces endoscopes, au fur et à mesure du temps, il y a un film de bactéries ultra résistantes qui se crée. Donc, on pourrait utiliser cette plume de plasma pour traiter l'intérieur des endoscopes et pour améliorer leur nettoyage. Alors évidemment, ce type de projet ne se fait pas tout seul. Donc, les 3 initiateurs du projet, je vous en ai déjà parlé pendant la présentation. Mais il y avait aussi Antoine Nonclerc, mon copromoteur, qui m'a beaucoup accompagné dans tous les aspects électriques du dispositif. Au niveau médical, on avait aussi Alia, Niki et Vincent qui nous ont aidés enfin qui nous ont pas aidés, mais qui ont effectué toutes les procédures in vivo. À propos de ces procédures in vivo, Charlotte, vétérinaire de Liège, a pris soin des animaux et nous a aidés avant, pendant et après les procédures avec les animaux. Marie-Isabelle et Morgane de l'IRIBHM, donc un labo de biologie à Erasme, s'occupaient de toutes les analyses des tissus et toutes les analyses des cellules. Et enfin, ce projet a été soutenu par la Fondation Michel Kramer, représentée par Cécile Stahlberg, qui du coup a permis de financer en partie le projet. Et enfin, évidemment, mon binôme Max Tullier, qui lui s'est occupé de toute la partie, qui a écrit sa thèse sur toute la partie chimique de la plume de plasma. Alors évidemment, le service du Chemsin et du Biomed et les collègues qui, eux, n'ont pas activement participé au projet, mais qui par contre ont clairement participé à la bonne ambiance pendant toutes ces années. Merci pour votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions.